Bonsoir, Julie Marie Lecomte. Vous êtes journaliste au service politique de France Info. On salue d'ailleurs nos confrères. À 3 jours de l'élection présidentielle du premier tour, vous nous emmenez donc pour une visite privée de l'Élysée. C'est d'ailleurs le titre de votre livre aux éditions de l'Archipel. Vous parlez de forteresses, de châteaux, de tours d'ivoire. On imagine que ça n'a pas été une mince affaire du coup pour y pénétrer, pour écrire ce livre. Alors c'est vrai que c'est compliqué de rentrer à l'Élysée. C'est d'ailleurs pour ça effectivement que j'ai eu envie de l'écrire, notamment pour ces gens que, par exemple, moi je croise tous les mercredis matin quand je vais au Conseil des ministres. Pour moi, journaliste politique, c'est quasiment une formalité de rentrer dans l'Élysée, et je croise toujours au moins une quinzaine de personnes qui essayent de voir ce qui se passe de l'autre côté. Donc j'avais envie de les faire, rentrer et les faire exister. Et effectivement, pour écrire ce livre, pour pouvoir interviewer des gens comme on dit dans le métier, il faut demander des autorisations. Eux sont soumis effectivement à leur autorité hiérarchique. Vous n'avez pas été censurée, rassurez-moi? Non, je n'ai pas été censurée. C'est tellement secret d'ailleurs qu'il n'y a pas de plan précis du Palais de l'Élysée. Pour des questions de sécurité. Même sur Google Maps, on allait voir. De la même manière que c'est flouté, effectivement, pour des raisons de sécurité. Alors, Mathieu Sapin, qui est un dessinateur de BD que vous connaissez peut-être, m'a raconté que lui, à force de grenouiller au Palais de l'Élysée, a fini par faire son propre plan. Mais effectivement, il y a évidemment ce que tout le monde connaît, la cour d'honneur. Avec ce fameux gravier sur lequel on n'a toujours pas le droit de marcher, je crois. Sur lequel probablement on n'aura jamais le droit de marcher parce que c'est une place d'armes. Donc c'est très codé, très codifié. C'est quoi? Que les militaires ont le droit de marcher? En fait, les règles, ça je me suis fait expliquer. La règle, parce que c'est une place d'armes, c'est que uniquement les hôtes officiels du président de la République ont le droit de fouler ce gravier. Ce qui peut sembler pour tous ceux qui sont jamais rentrés dans l'Élysée, peut sembler être une hérésie parce que ce gravier, il est quand même. Alors, je vous parlais du Conseil des ministres le mercredi, régulièrement ravagé. Les voitures des ministres arrivent les unes après les autres, déposent les ministres, et c'est un éternel recommencement. Donc, il y a des bizarreries comme ça de codes qui subsistent à travers les âges. Et donc ce fameux plan, alors ce qu'on sait quand même, c'est qu'il y a 365 pièces, vous nous donnez cette information dans le bouquin, et contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, on imagine les ors, les dorures de la République, beaucoup de ces pièces sont plutôt défraîchies, un peu vétustes. D'ailleurs, au point que c'est parfois compliqué de trouver un endroit opérationnel pour faire des réunions. Et pour compenser ce manque de place, il y a une sorte d'Élysée bis, un deuxième palais de l'Élysée qui, lui, se tient plus loin, dans une ancienne caserne, c'est ça, et c'est le palais de l'Alma. Alors, des annexes de l'Élysée, il y en a plusieurs. Il y en a rue de l'Élysée, il y a l'hôtel de Marigny, de l'autre côté de l'avenue de Marigny. Donc, déjà, il y a une série d'annexes. Mais c'est vrai que c'est pas pratique du tout, parce que les conseillers passent leur temps à courir d'annexe en annexe. Bon. Ce qu'a fait l'actuel locataire de l'Élysée quand il est arrivé, fort de sa volonté d'efficacité et de rationalisation des lieux, il s'est dit, on a au palais de l'Alma, qui est déjà une dépendance de l'Élysée, mais sous-employée. C'était une caserne dans le temps de... Et puis il y avait quelques appartements qui sont d'ailleurs un peu connus, notamment parce que c'est dans ces appartements du Palais de l'Alma que François Mitterrand, par exemple, logeait Anne et Mazarine Pinjot. Bon, donc on avait ces appartements et on avait beaucoup d'espace. Et l'équipe Macron s'est dit, il faut rentabiliser cet espace et en fait a pensé un nouveau mode de fonctionnement du Palais de l'Élysée. Qui travaille là-bas du coup. Voilà, en cœur, autour, il y a les gens qui vraiment sont au contact du président, qui travaillent directement avec le président au 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, et tout ce que eux considèrent comme le back-office. Les standardistes, par exemple, qui n'étaient pas du tout contentes, je crois, d'aller à l'Alma. Non, les standards. Oui, parce que précisément, ce palais, il fonctionne selon un principe vraiment d'héliocentrisme. C'est-à-dire que plus on est près du président, plus on se sent proche du pouvoir, plus on se sent valorisé, et plus on a le sentiment que son travail est reconnu et important. Alors, regardez cette photo, c'est quand même fou, parce qu'on se rend compte que cet Élysée bis, il est littéralement collé au centre culturel russe et à la cathédrale orthodoxe. On voit là le toit voulu par Vladimir Poutine. C'est pas complètement contre-intuitif, voire imprudent. Alors la question c'est posé très clairement. Mais alors, en termes de sécurité, ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, le palais de l'Élysée, le palais de l'Alma, préexiste à la construction de la cathédrale russe, que d'ailleurs certains. Et comment ça a été autorisé ?
Alors ça a été très compliqué hein, cette construction-là, mais il y a quelques mesures de sécurité qui ont été prises. On ne me les a évidemment pas toutes révélées, mais par exemple, les égouts ont été, enfin les souterrains, ont été murés pour éviter toute intrusion et tout passage. Alors on visite justement avec vous les bâtiments top secrets et vous décrivez l'Élysée comme une ville dans la ville. Alors il y a près de 800 personnes qui s'affairent régulièrement. On découvre des métiers rares, parfois même complètement méconnus. Alors une horlogère qui remonte les pendules, 60 pendules quand même de l'Élysée toutes les semaines. La veille du Conseil des ministres, le tailleur du président qui ne passe que 2 fois par an, ou encore des huissiers. Alors il y a les huissiers à chaîne. Alors ça vous dites c'est la crème. Voilà, l'élite des huissiers. C'est vraiment ceux qui sont au contact du président. Ouais. Moi j'ai rencontré un huissier qui s'appelle Olivier Fichot, très rigolo parce que très taiseux et d'une certaine manière assez jaloux de cette relation nécessairement. C'est les seuls qui ont le droit d'entrer, c'est ça, dans le bureau du président sans même annoncer leur venue. Voilà, et puis surtout sans aucune autre supervision. Parce que par exemple, Johanna Arvaud, qui est l'horlogère du palais, raconte qu'elle, jamais elle n'entre dans le bureau du président sans être accompagnée par un garde républicain. L'huissier à chaîne, c'est celui qui veille à la fois au bien-être, au bon déroulement des journées du président. Donc, il sait lui amener n'importe quel dossier, y compris le plus confidentiel s'il en a besoin. Et c'est toutes ces petites manies. Par exemple, quel stylo il préfère, qu'est-ce qu'il faut lui amener pour le rassurer. Organiser des petits stratagèmes. Parce que par exemple, il y a des rendez-vous dont le président de la République a plus ou moins envie qu'il s'attarde. Donc ça aussi, l'huissier, il le sait, il le sent, donc il le perçoit. Un poste stratégique. Et puis, s'il faut par exemple éviter que deux invités du président de la République ne se croisent quand l'un entre, l'autre sort, ben ça aussi, c'est de son ressort. Ils sont là pour ça. Dans ce que vous décrivez, on voit assez peu la Startup Nation. Avec l'arrivée d'Emmanuel Macron, on aurait pu penser un grand vent de modernité souffle sur cette organisation. Est-ce qu'il y a eu des grands changements quand même, parce que par exemple, typiquement, cette organisation avec le front office, le back office, ça c'est assez Startup Nation. Quand l'équipe Macron arrive au pouvoir, un photographe m'a raconté, un photographe officiel depuis des années, me dit, je suis convoquée dans un bureau, on me dit, qu'est-ce que tu peux apporter toi ? Et alors lui, il se dit, qu'est-ce que je peux apporter ? Et là, il pense drone. Et Emmanuel Macron se retrouve être le premier président de la République française à être photographié vue du ciel. Vue du ciel, d'ailleurs, on voit une image, là, vue du ciel, voilà. C'est assez drôle de se dire qu'Emmanuel Macron, qui prétendait être Jupiter, a été le premier président de la République à être photographié vue du ciel. Encore plus haut. Comment ça se passe à l'approche d'un nouveau mandat ? Est-ce qu'il y a une effervescence particulière en ce moment même à l'Élysée ? Alors, c'est plutôt calme en ce moment à l'Élysée. On n'en voit pas encore trop de il y a déjà une partie. Parce qu'il y a plusieurs familles à l'Élysée. Il y a les conseillers politiques. Eux, ils n'ont pas forcément vocation à rester si le pouvoir change. Mais tous les autres employés, tous ces gens qui font ces petits métiers, eux, ils incarnent véritablement la stabilité. Et ce que me disait, parce qu'ils restent, quel que soit le président. Ben voilà, et puis ce que je raconte dans mon livre, ce que dit Johanna Arvaud, c'est... l'horlogère. Elle me dit, des révolutions ici, il n'y en a finalement jamais parce qu'on incarne la stabilité de la République et c'est sans doute très bien comme ça. Et voilà, et le temps s'écoule et c'est le même temps pour tout le monde. Merci beaucoup Julie-Marie Lecomte. L'Élysée, visite privée pour tous les férus du patrimoine, mais aussi de la politique et des petits secrets quand même au sommet de l'État. C'est à l'Archipel. Merci à vous. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux, ses invités qui reviennent sur la façon de renforcer les sanctions contre Vladimir Poutine. Bonne émission.